Alors, on nous a dit que c'est Denis Sassou Nguesso qui est le meilleur de candidats. Je vais vous donner quelques chiffres tirés des institutions internationales comme la Banque mondiale. Et nous allons voir. Lorsque nous regardons la pauvreté au Congo, selon les indications de la Banque mondiale, nous sommes passés de 39,20% de taux de pauvreté au Congo, c'est-à-dire qu'il y avait 39,20%, on va dire 39% de la population congolaise qui était pauvre. 39% en 1963. Et en 2024, nous passons à 54,5%. C'est-à-dire que les populations des années 63 jusqu'au moins aux années 80 ont mieux vécu, ils vivaient bien que en tout cas que les Congolais d'aujourd'hui. Parce qu'on avait 40%, allez, on va arrondir à 40% des pauvres en 1963 et on en a 54,5% aujourd'hui, alors même que dans le même temps, le Congo crée plus de richesses en 2024 qu'en 1963. Parce que 1963, le Congo n'avait pas les richesses qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas le pétrole, on n'avait pas le gaz et on n'exploitait pas les minéraux comme on le fait aujourd'hui. Donc, on est une anomalie économique. On est une anomalie en termes de gestion politique. C'est-à-dire que plus le pays crée de la richesse, plus il y a des pauvres au Congo. Bonjour, chers téléspectateurs de R7. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui autour de notre chronique. Je suis Didier Mouini Ivolo, celui qui vous présente la chronique sur la chaîne R7, une chaîne combien importante pour les Congolais pour échanger autour de la situation de notre pays, de ce que nous vivons, mais aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ces derniers jours, l'actualité de notre pays a été très, très, très riche. Riche en rebondissements, riche en déclarations de candidature. Et donc, ça devrait être riche aussi dans cette chronique de décortiquer, d'analyser ce qu'il se passe dans notre pays, les enjeux en Afrique, les enjeux du monde et se dire à la fin, mais le 15 mars 2026, lorsque nous irons au vote, pour ceux qui vont aller au vote, c'est pour faire quoi? Quelle est la décision qui doit nous guider? Quelle pensée doit déterminer nos choix? Parce que nous entrons là dans un monde, en tout cas de grande concurrence, mais aussi de grandes incertitudes, ce qui fait que ne vont sortir de ce monde rassuré que ceux et celles qui se seront le mieux préparés. Je dois vous dire, chers téléspectateurs de S7, vous qui nous suivez, mais vous qui commentez aussi cette actualité, c'est que l'élection présidentielle de mars, du 15 mars 2026, sera peut-être pour nous, les populations de la République du Congo, l'élection la plus déterminante de notre histoire. Telles que vont les choses, on peut le dire que cette élection va être l'enjeu le plus crucial, peut-être, depuis les indépendances, parce que, comme disent les Anglais, to be or not to be, c'est peut-être là le moment fondateur de la République du Congo. Et je demanderai, en tout cas je demande aux téléspectateurs de R7, mais d'écouter pas que avec la raison cette chronique, mais aussi avec le cœur. Parce que après le 15 mars 2026, inutile de dire si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, si j'avais su, c'est maintenant qu'il faut réfléchir et prendre les grandes décisions. Et notre rôle à nous,
Congrès pour la Renaissance du Congo, c'est de vous apporter des billes, des éléments d'appréciation, des éléments d'analyse, de réflexion, et de vous dire très sincèrement, en écoutant que votre cœur et votre raison, la conscience et la raison, qu'est-ce que je prends comme décision aujourd'hui? Non pas que pour moi, mes enfants, ma famille, mes amis, mais pour la République et la nation. Je n'ai pas envie de répéter les phrases que vous connaissez déjà comme l'heure est grave, l'heure est ceci, la situation est catastrophique. Non, j'essaye de vous emmener dans une dimension de la réflexion, de la pensée et de la prise de conscience. Cette élection est un grand rendez-vous pour nous. Qu'il s'agisse du Congrès pour la Renaissance du Congo, qui ne croit pas à l'élection présidentielle comme moment de créer l'alternance politique, et j'ajouterai générationnelle, qu'il s'agisse des partis comme l'UPADES, Yuki ou encore le pasteur Ntoumi qui refusent d'y participer, qu'il s'agisse du PCT et de ses acolytes, les partis qui ont signé des pactes avec le PCT, qui vont à cette élection, en tout cas, pour tout le monde, cette élection devient un moment fondateur pour l'avenir de notre pays. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est là, maintenant, aujourd'hui. Lorsque vous regardez les enjeux internationaux, et notamment depuis un an, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le monde est sans cesse bousculé par ses droits des douanes qu'il met 10%, 20%, 100%, 160%, comme il avait menacé la Chine de mettre les droits de douane à 60%. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous invite d'aller regarder sur Internet, sur les sites spécialisés ou juste écouter les informations internationales. L'Afrique du Sud est le pays le plus taxé parce que l'Afrique du Sud a tort devant Trump de protéger sa souveraineté nationale, de protéger ses intérêts nationaux. Donald Trump, influencé par le Sud-Africain Elon Musk, est en train de mener une guerre sans merci contre le pouvoir sud-africain. D'ailleurs, la prochaine session du G20 aux États-Unis, alors même que le pays organisateur donne accès aux fichiers à tous les pays participants pour que leurs services des affaires étrangères et autres travaillent en lien avec le pays organisateur du sommet pour que tout le monde puisse avoir accès au dossier et travailler ensemble. Les États-Unis avaient refusé de participer à la session précédente en Afrique du Sud et ce sont les États-Unis qui organisaient la session suivante du G20. Eh bien, les États-Unis refusent la présence de l'Afrique du Sud et donc les États-Unis ont déconnecté les responsables sud-africains de tous les fichiers d'organisation du G20. Et donc l'Afrique du Sud ne participera pas, sauf si au dernier moment, Donald Trump change d'avis. Turn the lights down, and just put this on. It's right behind you, Johan. A white man. Not because Mashaba and Soli will not be touched. They will be touched. Don't worry. We have hundreds of people, thousands of people trying to come into our country because they feel they're going to be killed and their land is going to be confiscated. And you do have laws that were passed that gives you the right to confiscate land for no payment. Let me clarify that. Yeah. Let me clarify that because what you saw, the speeches that were being made, one, that is not government policy. We have a multi-party democracy in South Africa that allows people to express themselves, political parties to adhere to various policies, and in many cases, or in some cases, those policies do not go along with government policy. Our government policy is completely against what he was saying, even in the parliament. And they're a small minority party, which is allowed to exist in terms of our constitution. But you do allow them to take land. No. You do allow them to take land. Nobody can and then take when land. they take the land... Et on voit bien que les autres pays du G20, et notamment les pays de l'Union européenne, pourquoi pas les autres, la Chine, le Japon,
le Canada, pouvaient ou peuvent faire pression sur Donald Trump pour dire, en termes de gestion, en termes de management des organisations internationales gouvernementales, lorsque vous prenez l'organisation d'une réunion, d'une concertation, d'une assemblée générale, vous acceptez de facto de donner accès à tous les pays participants et même à leur donner des visas. Ce n'est pas notre sujet. Les États-Unis ne peuvent pas organiser la Coupe du Monde et refuser de visa aux supporters des pays qui ont acheté leurs billets. Ça, c'est violer la règle de la FIFA. Vous pouvez demander au président de la FIFA. Bref, donc aujourd'hui, les enjeux sont tels que Donald Trump kidnappe Maduro. Au moins pour la première fois, même les Occidentaux parlent d'un kidnapping. Donald Trump menace d'occuper le Groenland. Donald Trump tord le bras à Tshisekedi et à Paul Kagame, leur demandant de venir immédiatement à Washington signer un accord de la paix, alors même que depuis la signature de cet accord de paix, le M23 n'a pas cessé d'attaquer et tout récemment, l'aéroport de Kisangani, qui se trouve à plus de 1000 km de l'est de la RDC, a été attaqué par les drones et cette attaque a été revendiquée par le M23. Donc, dans un monde aussi concurrentiel, dans un monde qui n'a jamais été aussi compétitif depuis la fin de la guerre froide, comment nous pouvons penser l'élection du 15 mars 2026? C'est-à-dire que lors de cette élection, qui on peut accepter comme candidat? Quel homme? Quelle femme? Et comment on se projette dans la compétition internationale à venir? Avec quel pouvoir? Alors même que celui qui est là, ça fait plus de 40 ans, il a montré sa médiocrité dans la protection des intérêts nationaux. On en a largement parlé ici. Dans la protection de la souveraineté nationale, on en a aussi largement parlé. Et donc aujourd'hui, il apparaît encore comme le candidat du PCT. Nous voyons aujourd'hui que dans notre pays, nous avons un Premier ministre et un président de la République qui brillent par la simplicité de la gestion du pouvoir, par les détournements d'argent, par la gabégie et par la pauvreté, la construction, parce qu'il y a une construction scientifique de la pauvreté au Congo. La pauvreté, si on veut lutter contre au Congo, en 5 ans, on fait des choses. Si le pays est calme, le pays est stable, en 5 ans, on peut faire des choses. Or, depuis 1997 et le coup d'État de Sassou Nguesso, le Congo n'a pas été déstabilisé par des faits, par des événements qui feraient que le Congo ne puisse pas avancer. On a souvent parlé, en tout cas le gouvernement a souvent parlé du Covid, mais le Covid n'a pas, le Covid, c'est quoi? On peut prendre une année. En 2022, il n'y a plus le Covid. Donc aujourd'hui, 4 ans après, on voit bien que toutes les économies du monde sont en train de prospérer, sauf les économies africaines. Alors, en quoi la crise du Covid devient un prétexte au progrès, alors même qu'ailleurs, les autres pays ont repris leur niveau de croissance. Et de toute façon, pour incriminer le Covid, de 2000 à 2019, 2020, il n'y avait pas de Covid. Quelle était notre situation? Il faut aussi utiliser la méthode comparative. Quelle était notre situation au moment où nous n'avions pas le Covid? On voit bien que notre gouvernement ne fait pas le poids face aux pays étrangers, ne serait-ce que face au Rwanda. N'eût été le peuple congolais dans son ensemble, aujourd'hui, le Rwanda serait peut-être propriétaire de tout le Congo. Comment voulez-vous, à un moment donné? Et c'est là où il faut que nos gouvernements posent les bonnes problématiques, les bonnes questions. Est-ce que Tshisekedi, Sassou Nguesso sont contents de voir qu'un pays qui a la superficie du Niari, de la région du Niari, puisse emmerder un pays de 342 000 km² et, dans le même temps, embêter un pays de plus de 2 millions de km². C'est-à-dire que prenez la carte de l'Afrique. Prenez la carte de l'Afrique, montrez cette carte-là aux instituts, aux écoles, aux universités de géostratégie et dites-leur que c'est ce pays-là, le Rwanda, qui est en train d'embêter la RDC
et qui veut occuper des terres au Congo-Brazzaville. Pire encore au Congo-Brazzaville, un pays qui n'a pas de frontière avec le Rwanda. En fait, quand vous interrogez des spécialistes en géostratégie, on se demande, mais à quel niveau de médiocrité vibrent les présidents des deux Congos? Parce que quand on est président d'un pays comme la RDC, ce n'est pas le Rwanda. D'ailleurs, sous Mobutu, le Rwanda ne s'est jamais comporté comme ça vis-à-vis de la RDC. Et sous les autres présidents, le Rwanda n'a jamais essayé d'occuper les terres du Congo. Il a fallu le retour de Sassou Nguesso pour que, in fine, Paul Kagame puisse élaborer une vieille stratégie qu'il avait avant d'encerclement de la RDC, puisqu'il est en Centrafrique et il veut s'installer au Congo. Il a déjà l'Est de la RDC et d'occupation des terres pour ces populations parce que 15 millions d'habitants sur... Imaginez que vous avez 15 millions d'habitants sur un département de 26 000 km². Il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, il faut d'autres terres pour que nous puissions étendre notre superficie nationale. Quitte à ce que on puisse prendre des terres au Congo-Brazzaville, dans la Bouenza, dans le Niari, dans le Poul, dans la Lekoumou, puisque chez eux, il n'y a pas assez de place. Donc, face à de tels enjeux, même sous-régionaux et internationaux, de quel président nous avons besoin le 15 mars 2026? Alors, on nous a dit que c'est Denis Sassou Nguesso qui est le meilleur des candidats. Je vais vous donner quelques chiffres tirés des institutions internationales comme la Banque mondiale. Et nous allons voir. Lorsque nous regardons la pauvreté au Congo, selon les indications de la Banque mondiale, nous sommes passés de 39,20% de taux de pauvreté au Congo, c'est-à-dire qu'il y avait 39,20%, on va dire 39% de la population congolaise qui était pauvre. 39% en 1963. Et en 2024, nous passons à 54,5%. C'est-à-dire que les populations des années 63 jusqu'au moins aux années 80 ont mieux vécu, ils vivaient bien que en tout cas que les Congolais d'aujourd'hui. Parce qu'on avait 40%, allez, on va arrondir à 40% des pauvres en 1963 et on en a 54,5% aujourd'hui, alors même que dans le même temps, le Congo crée plus de richesses en 2024 qu'en 1963. Parce que 1963, le Congo n'avait pas les richesses qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas le pétrole, on n'avait pas le gaz et on n'exploitait pas les minéraux comme on le fait aujourd'hui. Donc, on est une anomalie économique. On est une anomalie en termes de gestion politique. C'est-à-dire que plus le pays crée de la richesse, plus il y a des pauvres au Congo. Donc, voilà l'anomalie que l'élection de mars 2026 devait aider les Congolais à résoudre. Est-ce que vous voulez poursuivre avec un pouvoir qui, à la fois, crée plus de richesses et plus de pauvres? Parce que la richesse du Congo ne bénéficie pas aux populations congolaises, on vous expliquera tout à l'heure. Plus il y a de l'argent au Congo, plus les gens souffrent. L'exemple très simple, deux exemples très simples. Sassou nous a dit 14 000 milliards de générations futures. Mais moi, je n'entends pas 14 000 milliards de générations futures. La question de ces 14 000 milliards, ce sont 14 000 milliards pour les comptes publics pour régler les problèmes des Congolais. Un père de famille, une mère de famille ne dira pas 10 millions de francs CFA pour mes futurs enfants, alors qu'au quotidien, ils meurent de faim. Il va quand même prendre une partie pour manger, pour se soigner, pour louer sa maison ou s'acheter une maison, pour vivre. Bref. Et
il pourra toujours épargner une partie si demain j'ai des enfants ou pour mes enfants qui sont encore petits. Mais on ne va pas mourir de faim avec ses enfants. On ne va pas ne pas se soigner avec ses enfants. On ne va pas refuser d'envoyer ses enfants à l'école au motif je garde les 10 millions pour le futur de mes enfants. Mais le futur des enfants se prépare aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant que les enfants sont là, ils doivent aller à l'école, ils doivent avoir une bonne éducation, une bonne formation professionnelle, ils doivent être soignés quand ils sont malades, donc la situation des hôpitaux, ils doivent avoir des loisirs parce que, à un moment donné, ils ont besoin de jouer, ils doivent avoir un pays, un état de droit, ils doivent être en capacité d'exprimer librement leur liberté individuelle et leur liberté collective. Et donc tout ça, on ne fait pas, on dit non, 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 on attend les générations futures, alors même que dans les textes, quand on épargne cet argent, Sassou n'a pas défini ce qu'il entend par les générations futures. Et deuxième exemple, les excédents budgétaires. À chaque année, Sassou a dit, il nous reste 300 milliards ou 500 milliards dans les comptes. Mais où va cet argent? Donc, nous sommes un pays qui fabrique de la richesse, qui fabrique de l'argent. Mais cet argent est utilisé à autre chose et non pas pour répondre aux besoins de la population, alors même que la comptabilité publique, les comptes publics sont sécurisés et utilisés pour satisfaire les besoins de la population dans tous les domaines, l'investissement, la création de l'emploi, les retraites, les bourses, le soutien aux populations en situation de précarité ou en situation difficile, la lutte contre les exclusions sociales, la situation des personnes, les problématiques des personnes en situation de handicap, les situations des familles pauvres, des gens qui ne peuvent pas se soigner, qui devraient bénéficier d'une couverture maladie universelle et ainsi de suite. Donc, notre pays fabrique de la richesse, mais nous sommes de plus en plus pauvres entre 1963 et 2024. Un autre chiffre, puisque c'est M. Ibombo, hein, rappelez-moi, hein, c'est juste Ibombo qui nous a dit faire le bilan, c'est aussi donner des chiffres. Donc, je lui donne des chiffres qu'il peut aller vérifier au niveau des institutions internationales et notamment de la Banque mondiale. La liberté d'investissement. Ah, tiens, l'investissement public-privé, très cher à Christelle Denis Sassou Nguesso. Sauf que les institutions internationales nous disent qu'aujourd'hui encore, la liberté d'investissement au Congo est à 0. C'est-à-dire qu'au Congo, vous n'êtes pas libre d'investir. L'investissement connaît, quand on veut investir, il y a tout un nombre de tracas où on vous met des bâtons dans les roues. Et donc, au final, le Congo n'est pas un marché qui attire les investisseurs. La preuve, Christelle Denis Sassou Nguesso, il a déjà voyagé dans le monde combien de fois? Montrez-moi les entreprises qu'on a créées au Congo depuis que Christelle Sassou Nguesso voyage partout pour aller chercher des investisseurs étrangers qui vont venir au Congo. Il en a trouvé combien? Combien d'entreprises créées? Combien d'emplois directs? Combien d'emplois indirects? 0. Parce que lorsque ces entreprises étudient la structure du marché congolais, tout de suite, ils sont découragés. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux retrouver la bande, c'est Christelle Sassou Nguesso lui-même qui le dit. Mais il menace les juges en disant il faut commencer à sanctionner les magistrats, ils font fuir les investisseurs, mais il n'y a pas un seul investisseur qui a été jugé au Congo. Hein. Il n'y a pas un homme d'affaires étranger qui a été jugé au Congo. Les investisseurs fuient parce que le gouvernement n'a pas mis en place les conditions de sécurisation des investissements. Et le marché de l'investissement n'est pas assez libre que ça. Il y a trop des entraves politiques. Or, les hommes d'affaires n'aiment pas, ils aiment les hommes politiques juste pour définir le cadre réglementaire pour que le business soit le plus libre possible. Mais ils ne supportent pas que les hommes politiques, même aux États-Unis, même en France, les hommes d'affaires ne supportent pas que les hommes politiques interviennent dans le business. Les hommes politiques interviennent à travers les lois de politique sociale et les lois de politique publique qui sécurisent les investissements. Mais le reste, et qui sécurisent aussi les emplois. Le reste, c'est pas leur problème. Demandez les Madé Swabana, les 10%, les Bakshish et autres, les hommes d'affaires souvent, quand ça va trop loin,
préfèrent se retirer. Donc ça, c'est la liberté d'investissement. Mais la liberté d'entreprise, au Congo, elle n'est que de 37% et ne cesse de décroître. La liberté d'entreprise. Et à ces deux sujets-là, liberté d'investissement et liberté d'entreprise, je vous laisse regarder cette vidéo. En fait, cette dame, je la vois, je ne la connais pas hein, personnellement, mais je la vois souvent bouder, réagir sur la manière dont elle est embêtée par les services de l'État, les impôts, les douanes, les ceci, les cela, qui tous les jours viennent la déranger. Et elle n'est pas la seule à parler comme ça que je vois, mais je vous laisse écouter. Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'en ai ras-le-bol. Mais quand je vous dis j'en ai ras-le-bol de ce qui se passe ici, notamment au niveau des impôts et taxes. Dernièrement, j'avais fait une vidéo pour parler donc les difficultés de l'entrepreneuriat, notamment avec les impôts et taxes et tout. Et je peux dire que là, depuis une semaine, je subis un acharnement au niveau des administrations et franchement là je pense qu'on a échappé au scandale parce que j'ai des agents des impôts qui sont arrivés vêtus de tenue me disant qu'ils sont venus fermer le restaurant. Je suis descendue, en fait j'ai été retenue par mon personnel parce qu'ils ont évité le scandale, mais moi en fait je décide d'en parler parce que c'est bon, ça commence à me gaver. Mais ils arrivent, ils ont dit qu'ils veulent fermer le restaurant. J'ai voulu descendre en leur disant, écoutez, vous voulez fermer le restaurant, fermez-le. Il n'y a pas de souci. Je demande, il y a mes clients qui sont en train de manger. Ils ont qu'à tous sortir. On ferme le restaurant et puis c'est bon, basta. Parce que là, ça fait une semaine. Tous les jours, je reçois une agence, une administration qui vient avec une facture. Lundi, c'est le ministère du tourisme ou je ne sais plus, une agence du tourisme qui veut de l'argent pour... les taxes audiovisuelles. Mercredi, j'ai la chambre de commerce ou je sais pas, des agents du commerce qui viennent, qui veulent une facture. Samedi, il y a les gars de la CNCS qui arrivent avec des devis. Ils arrivent tous en même temps avec des factures. C'est pas possible en fait. Qu'est-ce qu'ils attendent en fait d'une entreprise? Et le pire, c'est que lorsqu'on lance une entreprise, on demande oui, quelles sont les facturations à payer? Vous nous dites qu'il y a des impôts, tu as un établissement, tu as des impôts, on a un montant. Mais au cours de l'année, il y a 50 000 administrations qui arrivent. Mais vous attendez quoi de nous? Moi aujourd'hui, je suis prête. En fait, je suis fatiguée. Je suis prête à leur dire, écoutez, vous voulez qu'on ferme, je vais fermer. On n'a qu'à fermer en fait. S'il ne faut pas entreprendre au Congo c'est que la magouille. On n'a qu'à faire que de la magouille en fait. Parce que en fait, vous vous dites, je ne sais pas, dans leur tête, ils se disent, on gagne quoi? 20 millions par mois, 10 millions, 50 millions par mois. Attends, derrière, j'ai des charges, j'ai un loyer à payer, j'ai des employés à payer, et j'ai tout. Si tu me ramènes, chacun me ramène une facture de 150 000, 200 000, 300 000. Là, les impôts, ils me ramènent une facture, ils disent que je dois payer 1 500 000. La CNCS me ramène une facture de 2 millions. Alors que l'activité, j'ai lancé mon activité au mois de mai. La première année, on dit qu'on est exonéré d'impôts. Donc la première année, on est exonéré d'impôts, mais ils me rapportent des factures de 2024. Je suis censée être exonérée d'impôts. Pourquoi vous me ramenez une facture de 2024? En fait, je suis en train de péter un câble. Je suis en train de péter un câble et j'en ai marre en fait. Et puis, je ne vais pas m'amuser à ce jeu où à chaque fois, il y en a un qui vient, il faut lui donner 50 000, il faut lui donner 10 000 pour partir. Où le gars, il vient, il me dit, c'est la première fois qu'il ramène sa convocation. Dans la logique, quand on ramène une convocation, tu es censé partir à l'administration pour payer. Le type, il dit non, on doit lui donner 1 500 000. À la limite, où il ferme, il a ramené les clés. Je dis, mais ferme en fait. Ferme le truc. Ferme le truc. Pourquoi tu veux que je te donne l'argent tout en sachant que cet argent ne va même pas aller dans les caisses d'État? Si cet argent allait dans les caisses d'État, on ne se retrouverait pas avec des salaires impayés et tout machin. Donc arrêtez d'emmerder les gens, quoi. Et franchement, moi, je suis en train de péter un câble ici, là. Je suis en train de péter un câble et j'arrive à me poser la question, mais pourquoi je entreprends au Congo en fait? J'ai qu'à prendre mon argent, faire autre chose, je crée de l'emploi, on est là, ça nourrit des Congolais, des gens qui vivent. Mais pourquoi vous voulez nous faire chier en fait? Pourquoi vous voulez autant nous faire chier?
Mettez en place un système. On ne refuse pas qu'il faut payer, mais dites-nous qu'il y a telle administration qu'on doit payer, il y a tel impôt qu'on va payer, mais faites pas en sorte qu'il y a 50 ministères qui viennent ou 50 administrations différentes. Chaque mois, ils vont venir, ils vont commencer à demander des trucs. C'est insupportable. Et franchement, c'est agaçant. Je suis vraiment en train de péter un câble. J'en peux plus, en fait. J'en peux plus. Et je sais pas, et je sais que je suis pas la seule à vivre. Et moi, là, en ce moment, je sais pas s'ils se sont tous passés le mot, ils ont décidé de tous venir cette semaine. Je sais pas si c'est parce que moi, je m'expose sur les réseaux sociaux, je vends mon entreprise parce que derrière, j'ai envie que les clients viennent, j'ai envie que, que ça fonctionne. Mais vous me démotivez, en fait. J'ai qu'à fermer, j'ai qu'à... non, on n'a qu'à rien faire. Ou on n'a qu'à vivre dans les magouilles. Comme on veut vivre dans les magouilles, il faut que personne travaille honnêtement. On n'a qu'à vivre dans les magouilles, on n'a qu'à rien faire. Franchement, c'est hyper agaçant. Je suis en train de péter un câble. Nous venons d'écouter cette jeune dame. Alors, je vous laisse mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Je ne vous demande pas de l'insulter. Parce qu'il y a des compatriotes, au lieu d'être dans les débats de pensée, de réflexion, verse dans l'insulte, ça ne nous fait pas avancer. Mais le sujet qu'elle pose, ce sont des sujets que de nombreux Congolais vivent au Congo. Mais au-delà du commerce, nous avons l'eau et l'électricité où des Congolais se plaignent des factures d'eau et d'électricité, c'est-à-dire des produits qu'ils ne consomment pas. On vous demande de payer la facture d'un produit que vous n'avez pas consommé. Cette femme pose un sujet important. Lorsqu'on commence le business, elle dit, semble-t-il que pendant une année, on est exonéré de taxes, de charges, d'impôts. Mais là, chaque service passe, demande de l'argent. Quand elle demande d'aller payer au trésor, on refuse, on lui dit, tu nous donnes l'argent à nous. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas matière de sortir d'une grande université pour comprendre ce qui se passe chez nous. Chacun à son niveau essaie de brouter l'herbe là où il est attaché. Le cabri broute l'herbe là où il est attaché. Donc, on voit bien que tout ça, ce sont les dilapidations des fonds publics. Peut-être qu'elle doit payer les taxes. Je ne dis pas le contraire. Mais il faut qu'elle paye les taxes dans un bureau du trésor avec justificatif de paiement et qu'il y ait une traçabilité. Elle va donner 1 million à un agent qui passe. Quels sont les moyens pour cette commerçante de savoir que c'est vraiment un agent? Elle n'en a pas. Quand bien même que l'agent lui montre une carte professionnelle, elle n'a aucun moyen de savoir que c'est une carte professionnelle qui est vraie, qui n'est pas fausse, et l'agent ne lui donnera pas une facture qui justifiant qu'elle a bien payé, et cet argent n'arrivera pas au trésor. La seule garantie, c'est que l'agent lui fasse un papier en disant facture tant, nous avons constaté ça. À la fin, elle a ça à payer, et cette dame se présente à un guichet du trésor public où elle paye sa facture avec un justificatif, puisque demain, si quelqu'un d'autre vient, elle dira j'avais payé ma facture. C'est comme ça que ça fonctionne. Partout. Ou sinon, l'État dote ses agents des moyens électroniques de paiement, de sorte que la personne peut payer par un moyen électronique, ça arrive directement sur un compte du trésor, et on lui donne l'appareil, lui sort un justificatif. Donc, on voit bien que n'importe qui vient déranger les investisseurs, vous avez écouté cette femme qui a dit, dans ce cas, je demande même aux clients d'arrêter de manger et de sortir. Donc, si il n'y a pas de liberté d'investissement, si la liberté d'entreprendre aussi, on est en dessous des 40%, comment voulez-vous que les gens qui veulent entreprendre, même si c'est des Congolais, puissent le faire? Et si déjà les Congolais chez eux sont dérangés comme ça, comment voulez-vous que les étrangers viennent? Voilà les chiffres qu'on peut vous donner, qui sont quand même des chiffres qui posent problème pour notre pays, où le 15 mars, nous allons choisir quelqu'un. Et ça se passe, le président s'appelle Denis Sassou Nguesso. Il en est informé. Koliné Makosso est informé parce qu'il travaille avec les organisations internationales gouvernementales, ils connaissent ces chiffres-là. Et vous pouvez taper sur Google, je ne fais pas de la pub de Google, sur un moteur de recherche, le taux de pauvreté au Congo. La pauvreté au Congo, selon la Banque mondiale et le FMI, vous verrez les tableaux que vous allez avoir. Aujourd'hui, les chercheurs, c'est ce qu'ils font. Ils vont sur Internet, sur le site des organisations spécialisées. Vous avez tous les documents. Vous allez sur le site de la Banque mondiale, de la Banque de France, de la Banque européenne,
de l'ONU, du FMI, et quand vous recherchez les chiffres sur le Congo, vous serez édifié par rapport au tableau que vous allez chercher. Prenez le temps de le faire. Prenez vraiment le temps. Un autre chiffre que je veux vous partager, puisqu'on nous dit que Sassou c'est le grand timonier, la pauvreté au Congo. Combien de Congolais en insécurité alimentaire? Ah tiens, Sassou nous a parlé de la paix. Que lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Lui, c'est l'homme de la paix. Et Sassou, comme il est lui-même brigand sanguinaire, il rattache la paix à la violence physique, c'est-à-dire les Koulouna, les bébés noirs, celui qui veut faire un coup d'État et autres. Pour lui, la paix, c'est l'absence de la guerre. C'est la définition archaïque du mot paix, puisqu'on associe la paix à la guerre. Mais lorsqu'on parle de la paix sociale, le sentiment de paix sociale, le chiffre que les institutions nous donnent, c'est que vous avez 1 900 000, presque 2 millions de Congolais en insécurité alimentaire, c'est-à-dire des gens qui ne mangent pas correctement tous les jours. Ils n'ont pas droit à 3 repas tous les jours. Ils ont droit à 0 et 1 repas par jour. Donc, ils sont en insécurité alimentaire. Et ce chiffre, le chiffre de 2023, on est en 2023. Et Collinet arrive en 2021. Non, le bilan de Collinet, c'est de 2021 à 2026. Moi, je viens de vous donner les chiffres de 2024. 54% de pauvres contre 39% en 1963. 37% de taux, de taux de liberté d'entreprise. 0% de liberté d'investissement. Et nous sommes en 2023-2024. Donc, Collinet Makosso est Premier ministre. Denis Sassou Nguesso est président de la République. Donc, 2 millions pratiquement en 2023 qui sont en insécurité alimentaire. En 2026, nous passons quasiment à 2,5 millions. Pourquoi? Mais parce que au Congo, on crée beaucoup de richesses, mais on crée aussi beaucoup de pauvres. Parce que la richesse créée, qui devait servir à s'occuper de la vie des populations, des 6 millions de Congolais, cette richesse créée est captée et boucoutée, comme disait Kolela Bernard, paix à son âme, est boucoutée par une petite élite, un petit groupe de gangs. Et donc, on donne l'impression que, ah mais oui, mais vous savez, Sassou n'y peut rien, bête kemingi, toza ebele. Mboka, tokomi na 6 millions d'habitants. Mokonza mboka, non, mokonza mboka za na mbongo, pour que 6 millions d'habitants na bali à bien, bake de kelasi, bake de kota la munganga, bazana na vie ya kitoko, lokola bango. On a l'argent pour ça. Et donc, nous avons 2 millions de nos compatriotes en 2023 qui vivaient dans une situation d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas à manger. Mais il faut donc penser que ces 2 millions qui n'ont pas à manger, ça suppose qu'ils n'ont pas de quoi aller à l'école s'il s'agit des enfants. Ils n'ont pas de quoi se soigner parce que la malnutrition crée aussi des problèmes de santé. De toute façon, même si ce n'est pas créé par la malnutrition, mais le fait de ne pas avoir de l'argent pour manger, comment peut-on avoir de l'argent pour se soigner dans un pays où il n'y a même pas de couverture maladie universelle? Donc ces gens ils vivent ce qu'on appelle l'exclusion sociale. L'exclusion sociale, c'est pas les étrangers qui arrivent qui ne sont pas intégrés, non. La définition que font les sociologues de l'exclusion sociale, c'est d'abord les nationaux. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes une société intégrative? Une société intégrative, c'est-à-dire une société qui intègre ses propres enfants dans son tissu social, est une société qui sécurise les parcours de vie. Lorsqu'un enfant est né, comment il se fait soigner par ses parents, comment il est accompagné par la famille et, in fine, comment il va à l'école primaire, dans quelle école primaire, dans quel collège, dans quel lycée,
dans quel centre de formation professionnelle s'il ne veut pas faire des études longues qu'on appelait des lambics, et ou sinon, dans quelle université et dans quel emploi il va être versé demain. Ça, c'est ce qu'on appelle une société intégrative, l'intégration sociale. C'est-à-dire, le gouvernement met en place des politiques publiques et des politiques sociales permettant à chaque famille de pouvoir construire en toute liberté un projet de vie pour son enfant. Permettant à chaque adulte dans la société de pouvoir se construire un projet de vie. Rappelez-vous, dans les anciennes chroniques, je vous disais, il est inconcevable qu'un jeune homme, une jeune fille de Ouesso ne puisse pas penser demain travailler dans une raffinerie à Pointe-Noire. Il faut que le Congo permette aux jeunes de Pointe-Noire qui a des capacités agronomiques, qui voudraient se spécialiser dans la chocolaterie, eh bien, qui disent, tiens, j'irai travailler à Ouesso. Et l'État, le gouvernement, doit mettre en place des politiques d'éducation, d'insertion sociale, de réinsertion sociale, pour que ces jeunes-là qui sont dans la Lécoumou, dans la Bouenza, dans le Poul, dans la cuvette, dans la cuvette ouest, les plateaux, se disent, tiens, moi, mon projet, c'est de travailler à Ouesso. J'ai vu qu'on produit du cacao à Ouesso, on produit de l'huile de palme à Ouesso. Ça, c'est un domaine qui me parle, qui me tient à cœur. Un jeune de Djambala peut dire, tiens, mais moi, j'aimerais travailler dans la marine marchande, et puis avec les parents, on construit un projet, on va voir les directions spécialisées, les institutions d'insertion sociale, les structures au Congo, et il a une bourse pour aller étudier à Pointe-Noire, et puis avoir la possibilité de trouver du travail dans la marine marchande ou au port de Pointe-Noire, ou qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, une société intégrée. Mais pour que cette société soit intégrée, il faut d'abord avoir un gouvernement qui pense la société dans son ensemble comme lieu où les gens doivent vivre bien. Or, ils sont déjà 2 millions. Mais ça, ce sont les 2 millions qui sont en insécurité alimentaire. Mais si vous ajoutez à cette catégorie ceux qui sont dans la zone de fragilité, eh ben, on arrive pratiquement à 4 millions de population. Et les autres, ce sont ceux qui font, par exemple, le commerce de subsistance, le commerce de tous les jours, qui se débrouillent, qui ont des petits pousse-pousse et tout. Et on voit très bien que on arrive jusqu'à 70-80% des Congolais qui ne bénéficient pas réellement de la richesse du Congo par l'action de l'État et du gouvernement. Ils bénéficient un peu de cette richesse-là par leur propre débrouillardise, parce qu'il se débrouille à faire un peu de commerce et tout, et non pas parce qu'il a des soutiens. Et d'ailleurs, les 30 jours pour convaincre, quand madame la chère très bien aimée au Congo, Nefer Ingani, est venue parler d'un modèle de politique en faveur des femmes en zone rurale, elle a parlé des Maléwa. Bon. Je suis désolé, si au niveau du gouvernement, la politique publique ou la politique sociale, c'est les maillotos, c'est pas la peine. Et je vous renvoie à ce que je disais avant. Nous sommes dans un monde qui n'a jamais été aussi compétitif. Il nous faut donc des femmes et des hommes à la tête de nos institutions qui soient en capacité de protéger le pays et qui comprennent donc qu'ils peuvent protéger le pays. Ce n'est pas le cas de Madame Ingadi, je le sais très bien. Donc, pour lutter contre toutes ces choses, on pourrait se reposer sur l'université. Beaucoup de pays se reposent sur l'université dans leur pays. Qu'est-ce que l'université fait? Je suis allé regarder le classement de notre université Mariam Ngouabi. Alors, si je ne me trompe pas, l'université Mariam Ngouabi est la première université au Congo. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est notre première université au Congo. L'université Mariam Ngouabi, qui est la première université congolaise, au niveau de classement des universités en Afrique. Alors, on entend parler de l'université d'élite, ou je sais pas, de Sassou, on entend parler de l'école polytechnique de Maluku, de l'école de l'institution polytechnique d'Oyo. Au final, lorsque la Banque mondiale et les organisations internationales classifient les universités au Congo,
La première université au Congo, c'est l'université Mariangwabi. Voilà, donc, où nous avons tous fait nos études. Sauf qu'aujourd'hui, l'université Mariangwabi, qui est la première du Congo, est classée 237e en Afrique. Regardez l'Afrique. Notre université Mariangwabi est classée 237e en Afrique. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne pas le gouvernement, ça ne gêne pas le ministre de l'enseignement supérieur, ça ne gêne pas le ministre de la recherche scientifique, ça ne gêne pas le ministre de la santé qui doit aussi gérer en même temps la fac de médecine, ça ne gêne pas le ministre de l'enseignement professionnel, ça ne gêne pas Koliné Makosso et Sassou Nguesso. Soyons sérieux. Lorsqu'on vous parle des projets de développement d'un pays, mais au cœur de la cité, au cœur de ce projet, on met l'université dans son ensemble. Qu'est-ce que j'entends? L'université, donc les facultés, les écoles de commerce, les écoles, des centres de recherche, c'est tout ça qu'on va regarder. Or, au niveau de l'Afrique, nous sommes, Mariangwabi, c'est 237e de la classe au niveau de l'Afrique et 6187e au monde. 6000. Revenons un peu au niveau de l'Afrique. 54 pays. 54 pays. Sur les 54 pays africains, notre université est la 237e. Et au niveau du monde, nous sommes classés parmi les derniers. 6187e. 6187e. Mais, les gens sont contents d'avoir Denis Sassou Nguesso comme président, Koliné Makosso comme premier ministre, et Pierre Moussa vient nous dire que Sassou c'est le président que les gens vont consulter quand il y a des problèmes. Alors, je ne sais pas quel est le président africain qui est consulté, parce que j'ai suivi un ministre camerounais qui disait que tous les présidents du monde viennent consulter Biya quand il y a des problèmes dans le monde. Bon, jusque-là, je n'ai pas vu Poutine consulter Biya, ni Sassou, je n'ai pas vu Xi Jinping, je n'ai pas vu Trump les consulter. Au niveau de l'Afrique, on se demande ce que certains présidents viennent faire parce que quand il s'agit des gros problèmes, ils ne sont pas consultés. Je n'ai pas vu les autres présidents de l'Afrique centrale venir les consulter. Tshisekedi est venu, semble-t-il, pour le consulter, mais une chose est sûre, ils sont allés regarder les pêcheurs de l'Iranga. Hein? Une chose est sûre, ça on a vu. On a vu, il y a un résultat. C'est-à-dire, Sassou Tshisekedi en train d'admirer les poissons pêchés par une pirogue à l'Iranga. Ça, c'est un résultat qu'on a vu. Mais les résultats où il traite les affaires nationaux, on ne le voit pas. On ne voit pas ces résultats-là. Mais par contre, les chiffres sont là. Les chiffres sont parlants. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Mais comment on en arrive là? On arrive là parce que Sassou a installé au Congo, ça date de loin, mais il poursuit ça et il l'amplifie, le fait de nommer à la tête du Congo des cadres par affinité ethnique. C'est un mode de dirigeant, c'est un mode de nomination, c'est le patronage par affinité ethnique et familiale. Et alors qu'au Congo, peu importe d'où viennent les gens, vous avez des gens compétents. Vous avez des gens qui ont étudié. Vous avez des gens qui ont les connaissances suffisantes pour gérer notre pays. Mais il faut les prendre, peu importe d'où ils viennent. Or, quand on dirige le pays, quand on a un mode de fonctionnement qui renvoie au patronage par affinité ethnique et familiale, mais on ne peut pas avoir dans son ethnie et dans sa famille les cadres capables de gérer le pays à tous les points. On a vu ça nulle part au monde. On s'appuie toujours sur ce qu'il y a de mieux pour que le pays avance. Napoléon est corse. Napoléon ne s'est pas appuyé sur la Corse pour construire les institutions françaises. Et on sait tous que la plupart des institutions françaises, y compris le Code civil, c'est Napoléon. Le Code civil, ce n'est pas les traditions corses que Napoléon a mis dans le Code civil, non.
Dans le Code civil, Napoléon a prolongé le Code Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau. Regardez les origines de Jean-Jacques Rousseau et les origines de Napoléon. Il n'y a pas de croisement, mais pourtant, il s'est appuyé là-dessus. Il y a un pays que nous admirons, qui a été peut-être le meilleur pays du XXe siècle, qui a su concilier parti unique et développement économique et financier et qui aujourd'hui passe des années 50 d'un pays agricole en 2026, 24, 25, 26, d'un pays très puissant sur tous les plans et qui essaye de dominer le monde, c'est la Chine. Ceux qui ont vécu en Chine connaissent la langue chinoise, le mandarin, le Hainu, la langue, Han, l'ethnie. Hainu veut dire la langue des Han. Et en Chine, il y a des minorités qu'on appelle des Minzu. Donc, il y a une politique des chasseurs Minzu pour les intégrer. Mais Mao Tse-tung et Deng Xiaoping ne se sont pas appuyés sur leur village. Allez voir le village de Deng Xiaoping, allez voir le village de Mao Tse-tung. Allez voir le village de Confucius. J'ai été au village de Confucius, j'ai des photos que j'ai prises sur la tombe, en tout cas sur la tombe de Confucius, qui sont ceux qui ont redéfini la fonction publique chinoise. C'est du Confucius. Mais il ne s'est pas appuyé sur son village, sur sa tribu. Il a regardé ce qui se fait de mieux du côté de Han, ce groupe majoritaire, structuré et autres, qui avait déjà une science. Mais si chacun de nous veut diriger le Congo, en mettant en avant les éléments de son village, c'est quoi? C'est quoi? Quels sont les éléments du village dans le Poul, dans le Niari, dans la Bouenza, dans la cuvette, dans les plateaux, dans la Likwala, dans la Sanga? Pour qu'on dise qu'en s'appuyant là, on va construire le Congo de demain. On peut s'appuyer sur ce que les États modernes font. Point. Je vous renvoie à une lecture. L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Je vous invite tous, vous qui suivez R7, d'aller reprendre ce roman. Dès les années 50, nous avons eu en Afrique noire des écrivains qui ont vu le monde d'aujourd'hui. Dès les années 50. Cheikh Hamidou Kane nous dit dans l'aventure ambiguë, n'allez pas à l'école. Regardez dès les 10 premières pages. Je ne vous demande pas de lire tout le roman. Lisez que les 10 premières pages de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Dès les 10 premières pages, la problématique est posée et c'est la même aujourd'hui. Le directeur de l'école, la grande prêtresse et le chef du village, ils étaient 3, je crois. Le directeur de l'école dit, oui, si on refuse d'envoyer nos enfants à l'école moderne, nous allons garder nos cultures intactes. Et nous serons fiers de garder nos cultures intactes. Mais attention, nous ne serons pas lier le bois au bois pour entrer dans la compétition internationale qui vient. Le monde de demain, nous serons totalement déclassés. Mais si nous acceptons d'envoyer nos enfants à l'école, nous allons donc perdre une partie de nos cultures. Il n'a pas dit la totalité de nos cultures. Nous allons perdre une partie de nos cultures. Mais en perdant cela, nous allons gagner en compétition, en connaissance, en savoir, des éléments qui vont nous permettre demain d'entrer dans la compétition internationale. Le grand débat était, doit-on envoyer nos enfants à l'école ou pas? Mais ça, c'était le grand débat de la colonisation. Et aujourd'hui, l'exemple nous montre que l'école, c'est là où on fabrique les élites pour défendre aussi le pays. Or, l'université Marien Ngouabi est déclassée. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça soit fait? J'étais un des rares à m'étonner de l'ouverture tout azimut des cycles de doctorat au Congo. J'étais très étonné qu'au Congo, on a ouvert un peu des cycles de doctorat partout.
Mais je me souviens quand je suis à Bayardel, à l'université Mariangwabi, avec les amis, on posait la question, mais pourquoi on ne peut pas faire des doctorats ici? Parce que Théophile Obenga, Ngoy Ngala, Abraham Dingambo, Yvon Norbert Gombeg, tous ces, ils nous parlaient des difficultés de mettre en place des cycles de doctorat au Congo. Il faut avoir plus de 10 doctorats dans le domaine pour mettre en place un cycle de doctorat au Congo. Il faut avoir les bibliothèques, parce que la différence entre un bachelier et celui qui a la licence, c'est aussi le nombre de livres lus. C'est-à-dire, on va aller voir la bibliographie. Quand vous faites votre mémoire de maîtrise, quand on fait le 2A, le doctorat de troisième cycle, le doctorat d'État, ou encore nous qui avons fait une partie de notre enseignement supérieur dans un système anglophone en Chine, le système est plutôt anglophone, on parle de bachelor, de master degree et de PhD. Et donc la différence entre bachelor, master degree et PhD, c'est la bibliographie aussi. C'est-à-dire, on va aller voir combien de livres vous avez dans votre bibliographie, combien d'articles, combien de recherches, en tout cas les liens Internet sur les sites de recherche que vous avez réalisés. Or, tout domaine confondu, sauf la médecine, puisque ça, on a une tradition là-dessus, mais dans les autres domaines, avec un seul docteur, on a créé un cycle de doctorat. Et parfois, avec pas du tout de docteur, oui, mais on fait venir les docteurs de Madagascar ou je ne sais pas de quelle partie. Non, mais vous déjà, dans le pays. Et il n'y a pas de bibliothèque, donnez-moi les noms des bibliothèques, mettez en commentaire le nom des bibliothèques où nos docteurs vont faire leurs recherches. Les docteurs du Congo qui font leur doctorat au Congo, peu importe le domaine, listez-moi en commentaire les bibliothèques qui existent, les centres de recherche qui existent, ou encore quelques liens Internet pour faire les recherches. Les liens Internet n'existent pas, je vais passer très vite là-dessus. La couverture d'Internet au Congo est faible et ne peut pas permettre à un candidat au doctorat de faire les recherches. Moi, je le fais. Je fais des recherches. Pourquoi? Parce que si vous voulez lire les thèses de doctorat d'autres universités, notre niveau de connexion ne permet pas de les télécharger parce que ce sont des thèses qui font minimum 600 pages, jusqu'au-delà de 1000 pages. Donc, nos moteurs de recherche au Congo n'arrivent pas à les télécharger. Les livres qui sont en ligne, on a du mal à les télécharger au Congo. Au Congo, on arrive à télécharger que des tout petits fichiers. Donc, quand on fait un doctorat au Congo, ça suppose qu'on voyage beaucoup pour aller dans un pays où il y a une bonne couverture Internet. Les bibliothèques, il n'y en a pas. Les livres coûtent cher. Donc, les bibliothèques universitaires sont souvent financées par des mécènes ou par les États. Notre gouvernement ne finance pas la recherche et on n'a pas de mécènes. Vous voyez, tout ça, c'est des choses au niveau du Congrès pour la Renaissance du Congo. On est au clair avec ça. Demain, si quelqu'un arrive au pouvoir, on peut le conseiller comment construire des universités compétitives. Parce qu'on le sait, on sait comment font les autres. Mais le pouvoir qui est là vous refuse même la connexion Internet parce que c'est une stratégie de communication. Parce que si on a Internet de haut débit tout le temps, moins cher, très moins cher, eh ben, vous serez connecté au monde, vous saurez ce qui se passe au monde, et ça, le pouvoir n'en veut pas. Et donc, c'est pour cela que même la connexion Internet obéit à des considérations politiques. C'est-à-dire l'absence d'accès à l'information et à la communication. Comme ça, on est sûr que vous êtes ignorant, mais vous ne l'êtes pas, puisque vous, malgré tout, vous faites l'effort. En tout cas, les populations congolaises font l'effort quand même d'aller regarder à gauche et à droite, de s'informer, malgré ce faible niveau de connexion. Nous voulons un président qui nous protège face à la compétition internationale. Le 15 mars, qui nous allons choisir? Celui qui est là aujourd'hui, il a fait quoi? Je vous laisse regarder comment le directeur des douanes, c'est quoi les douanes? La douane fait partie de la sécurité nationale. La douane, c'est l'institution régalienne de l'État qui empêche tout ce qui ne doit pas sortir du Congo de sortir, mais aussi tout ce qui ne doit pas entrer au Congo d'entrer. La drogue, les armes, la fausse monnaie,
le trafic des êtres humains, le trafic des espaces protégés, des espèces protégées, protéger nos côtes. Je vous laisse regarder la vidéo du directeur général des douanes qui passe à l'émission 30 jours pour convaincre en toute transparence. Et nous revenons. Mesdames et messieurs, vous suivez donc le directeur général de douane, c'est un économiste, il est enseignant à l'université Mariam Gabe. Vous sentez le sens du détail dans lequel il veut nous emmener, mais nous sommes rattrapés par le temps. Monsieur le DG, s'il y a un chiffre qu'on doit retenir dans cette émission au niveau de la douane, vous préférez lequel? Un chiffre? Les recettes ont doublé, Oui. malgré la persistance des exonérations. Voilà. Et aussi, il y a une formule des gens des autorités qui se succèdent ici, c'est le bilan est positif. Est-ce que vous pouvez dire aussi au niveau des douanes que le bilan est positif? Mais forcément, c'est-à-dire que vous savez, quand on regarde, tout à l'heure, je vous ai présenté la situation de 2021. Mais vous aurez pu me poser la question, quelle est la situation en 2026? Alors, la situation en 2020, c'est quoi? La croissance économique en 2024 s'est établie à 2,6%. La croissance économique. Et cette croissance-là, en 2025, les estimations sont autour de 3%. Et la tendance sera poursuivie. Et c'est grâce à la mobilisation accrue des recettes douanières et fiscales, puisque les recettes pétrolières ont fortement baissé. J'ai regardé le passage du directeur des douanes à cette émission de 30 jours pour convaincre. La première chose, on se demande si c'est vraiment le directeur des douanes. Parce qu'il a parlé de beaucoup de choses, sauf de son travail. Et une fois de plus, vous avez des gens au Congo qui viennent parler d'autre chose que du travail pour lequel ils ont été embauchés. À en croire que on aurait dû les embaucher pour faire ce qu'ils viennent dire là, et non pas ce pourquoi on les avait embauchés. Je vous ai déjà parlé en long et en large d'Ominga, qui ne nous dit pas combien d'emplois le pétrole crée, Ominga qui ne nous dit pas comment faire pour que le Congolais puisse toujours avoir le carburant et moins cher dans les stations-service du 1er janvier au 31 décembre sans interruption. Mais Ominga est célèbre au Congo parce qu'il arrive à peindre les murs des écoles. Trouvez l'erreur. Hein? Quand on était gamin, on a joué au jeu de cette erreur. Mais allez trouver l'erreur. Le directeur général des pétroles du Congo est célèbre non pas parce qu'il règle les problèmes en lien avec l'énergie, notamment la fourniture du carburant, la fourniture du pétrole lampant, la création de l'emploi, parce que le pétrole est un secteur chaque année qui est florissant et qui crée des emplois. Mais non, il est applaudi, il est apprécié parce qu'il va peindre les classes dans des écoles, il va construire 2-3 murs ailleurs. Bon. Et donc, le directeur de douane, moi je pensais que ça s'arrêterait à Ominga, eh ben, bis repetita, je découvre un directeur de douane qui, en fait, est un propagandiste de la présidence. Ce n'est pas ça qu'on appelle directeur des douanes. Parce qu'il a passé son temps à faire la propagande. Quand vous regardez tout le long de son émission, il n'a pas cité 20 fois le mot douane. Mais le président de la République, je ne sais pas combien de fois il a cité. Première chose. Deuxième chose, on découvre quelqu'un qui a un niveau de collège, alors que quand il a été nommé, j'avais réagi, j'avais fait une vidéo sur ma page Facebook pour réagir. Il était doctorant en économie et sa thèse portait sur les douanes. C'est ce qu'on nous l'a vendu. Hein. Moi, j'ai lu les commentaires de ceux qui le connaissaient en disant non, excusez-nous, monsieur Mweni Volo, en fait, il est doctorant en économie et la douane, il est en train de faire une thèse là-dessus. Il faut qu'il publie cette thèse-là. Quand on est directeur d'un service de l'État et qu'on dit qu'on a un doctorat en la matière, la première chose qu'on fait, on publie en ligne son doctorat pour que les gens comprennent si réellement il sait de quoi il parle. D'abord, il était étudiant. Il n'avait pas terminé, on l'a nommé. Et lui-même, il dit qu'on l'a nommé, donc il fait le bilan de 2021 à 2026. Il a parlé de tout, sauf du bilan. Et d'ailleurs, comme tout ce qui passe, il vous parle de tout, sauf de ce qu'on appelle le bilan. Le bilan, c'est quoi? Le bilan, on peut dire, ça commence par qu'est-ce qu'on a prévu faire, dans quel contexte,
avec quel résultat attendu? Qu'est-ce qu'on a eu comme résultat? Dans quel contexte qui a changé? Quels sont les écarts? Quels sont les écarts entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé? Comment on explique les écarts? La douane avait une projection de réduire le nombre de drogues, de quantité de drogue qui rentrent au pays, de réduire les sorties des espèces protégées, de réduire l'entrée au Congo de la fausse, des faux médicaments. On a beaucoup de faux médicaments. Donc, il y a des indicateurs. Au final, est-ce que de 2021 à 2023, 2024, 2025, est-ce qu'on a vu une réduction de ce qu'on voulait réduire, une augmentation de ce qu'on voulait augmenter, une stabilité de ce qu'on voulait rendre stable, ainsi de suite? Et les écarts, comment on les explique? Pourquoi on n'a pas atteint nos objectifs? Et donc, quelles sont les préconisations qu'on va faire aujourd'hui pour améliorer la donne? La douane participe à quelle quantité, à combien de milliards dans l'assiette de l'État, dans l'économie congolaise? La douane rapporte combien au trésor public? 2021, 2022, 2023, 2024. 2025, les chiffres ne sont pas encore faits parce que ça vient de se terminer, mais on peut avoir en 2025 les chiffres du premier trimestre, du deuxième trimestre, du troisième trimestre, parce que ces trimestres-là sont bouclés depuis longtemps. Et donc, on attend aujourd'hui les chiffres d'octobre à décembre. Mais de janvier 2025 à septembre 2025, il peut déjà nous donner la tendance et tirer déjà les premières conclusions pour dire ça sera bon, pas bon, ça va pas être bon, mais voilà vers quoi on se projette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, il faut maintenant demander à chaque directeur des douanes, de la santé, de l'éducation nationale et autres de produire publiquement leur rapport d'activité, qui doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait toute l'année. Le directeur du CHU, chaque hôpital doit faire remonter au ministère de la Santé, au ministère du Travail et au ministère des Finances, via les préfectures, bien sûr, via les préfectures, les chiffres de leur institution. Or, quand on entend le directeur de la douane, il parle de tout sauf de la douane, il parle de Sassou, il parle du président de la République tout le temps, et on ne sait pas où est-ce qu'il veut aller. Et en plus, après Mabiala, voilà un autre ministre qui vient lire ses papiers, qui n'est pas capable d'expliquer sa science. Il a fait un doctorat en douane. Il est directeur des douanes du Congo. Il est incapable de parler des douanes. Quel type de directeur nous avons? Et quel type de docteur nous avons? Théophile Obenga nous a habitués à parler de la science en train de se faire. Et ça, c'est l'expression que Obenga nous donnait à Bayardel. Il faut étudier la science en train de se faire et non pas seulement raconter l'histoire des événements passés. Monsieur le directeur des douanes, quel est l'état actuel des douanes du monde? Quand on parle des douanes en 2025 ou 2026, on est en train de parler de quelle institution, qui fait quel travail et quel est le rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez ce directeur de douane, est-ce qu'on a besoin d'avoir une douane au Congo? Pour faire quoi? Et d'ailleurs, avant lui, le ministre Yoka avait réuni les douaniers où il parle aux douaniers des plaintes de populations qui se font racketter par les douaniers. Est-ce que, monsieur le directeur, c'est toujours d'actualité ou ce n'est plus d'actualité? On est dans la gestion de l'État, de l'affaire publique, on n'est pas dans le bricolage. Quand vous prenez ces exemples-là, au final, on comprend mieux. On comprend mieux pourquoi, pour cette élection de 2026, du 15 mars, l'UPADES n'a pas voulu partir, Yuki n'a pas voulu partir et le pasteur Ntumi jette l'éponge. Yuki avec un bémol, un des responsables de Yuki est passé sur RFI en disant on est en réflexion. Alors, est-ce que c'est la pression du PCT ou de Sassou directement? À eux de nous le dire. Mais on voit bien que le tableau que je viens de brosser, si vous ajoutez la prise de parole de Serge Oboa, qui vient menacer les Congolais en disant, si vous voulez manifester, manifestez chez vous, manifestez en silence, mais si vous manifestez et qu'il y a du bruit, vous faites des réunions chez vous et qu'il y a du bruit, et que les voisins nous appellent, on viendra vous chercher.
Donc, on voit bien que le gouvernement a un bilan négatif. Sassou ne sait plus quoi proposer. Il crée des forums d'agriculture dans un petit village au nord du Congo pour essayer de faire croire que j'ai atteint mes objectifs agricoles, ce qui est faux, puisque je viens de vous démontrer 2 millions, 1 900 000 en 2023. En 2026, aujourd'hui, on n'est pas loin de plus de 2 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire. Et donc, le gouvernement est aux abois. Le gouvernement a peur. Peur parce que c'est un gouvernement qui ment tout le temps. Ils ont menti les Congolais en disant on va chercher 600 millions d'euros bons pour payer la dette intérieure, la dette aux opérateurs économiques. 2 semaines après, les mêmes opérateurs économiques envahissaient les étages du ministère des Finances parce qu'au final, ils n'ont pas vu cet argent. Où sont passés les 600 millions de dollars, d'euros bons pour eux? Donc, on voit bien que tout ça mis bout à bout avec la sortie hasardeuse de Serge Boa qui menace ceux qui vont manifester suite aux résultats de cette élection, tout ça mis bout à bout fait que des partis politiques de premier plan, comme l'UPADC et Yuki, fuient l'élection, fuient le danger. Et Toumi, qui a peur d'être instrumentalisé, et nous osons croire, nous les Congolais, nous osons croire que Toumi a compris la leçon. Il faut être sincère dans la vie. Et surtout quand on est un homme de Dieu, semble-t-il. Quand on est un homme de Dieu, on ne joue pas avec la vie des gens. On ne manipule pas la vie des gens. Si Toumi réellement a jeté les armes, il ne va pas à l'élection présidentielle, alors il faut qu'il soit sincère d'abord et avant tout avec lui-même. La sincérité, ce n'est pas avec les gens. La vraie sincérité, c'est la sincérité face à sa propre conscience. Face à cette voix intérieure qui vous dit suis-je en train de faire ce qu'il faut? Suis-je en train de dire la vérité? Ça ne sert à rien de mentir. Quand on ment au peuple, ça se voit tout de suite. Il est de la conscience de Toumi de prendre ses responsabilités et de changer de fusil d'épaule. Ces hommes en armes qui s'affichent tous les jours sur les écrans, c'est ça qui donne le prétexte à Denis Sassou Nguesso d'aller bombarder le pôle. Que Sassou bombarde le pôle, c'est son problème. On réglera ses comptes le moment venu avec la justice congolaise ou la justice internationale. Mais ne donnez pas à Sassou les prétextes qui feront que ses avocats, ses think tanks, ces cabinets occidentaux qui l'accompagnent à construire des stratégies pour tuer et maltraiter les Congolais puissent avoir raison demain. Il nous faut trouver les moyens de sortir de cette solution parce que c'est le moyen par lequel Sassou ferme le chemin de fer, Sassou ferme les voies routières pour empêcher les Congolais de vivre de ce qu'ils peuvent vivre parce qu'on sait que la grande partie des Congolais vivent du commerce et nous avons à rouvrir le chemin de fer, obligatoirement. On peut faire Brazzaville-Pointe-Noire par la route, ça c'est bien, parce qu'il y a des villages qui ne sont pas desservis par le chemin de fer, mais attention, le chemin de fer Congo-Océan a été pendant longtemps l'épine dorsale de l'économie congolaise. L'économie congolaise a reposé pendant longtemps sur le chemin de fer. Depuis que les Sassou ont eu le pétrole, le gaz, les minéraux, ils ont négligé le chemin de fer parce qu'ils ont eu ce qu'ils cherchaient, l'argent pour brouter et boucouter. Mais c'est notre combat à nous, Congolais, de refaire 2 choses. Le chemin de fer Congo-Océan et le transport fluvial, fleuve Congo ou Bangui, depuis Bétou jusqu'à Brazzaville. Ça, c'est les défis que nous devons faire. Parce que les grands tonnages en termes de transport de marchandises, c'est le rail et les voies navigables. Vous n'aurez jamais les mêmes tonnages avec les camions. Donc, il faut redynamiser l'économie entre Pointe-Noire et Brazzaville via le chemin de fer, entre Mosenjo et Pointe-Noire via le chemin de fer et entre Brazzaville et Bétou via le fleuve Congo et l'Ubangi. Le président qui va régler ces sujets-là, c'est le président qui a vraiment à cœur l'intérêt national et qui va permettre aux Congolais de travailler sans toujours regarder du côté de la fonction publique et de vivre leur vie correctement. Or, avec
J'ai pris l'exemple du directeur de la douane, mais regardez le ministre de la Santé, regardez Arnett Nono-Soudan, regardez Ingani, tous, même comment on appelle, Ngatse. Et quand vous apprenez que le directeur de douane enseigne à l'université, il enseigne quoi? Ça, ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il enseigne à l'université. Mais je comprends pourquoi Mariam Gwabi est à la 237e place, avec des gens comme ça. Donc, nous avons un défi. Et s'il vous plaît, peuple congolais, le 15 mars, donnez une leçon au pouvoir pour dire ça suffit. Donnez une leçon pour dire ça suffit. Regardez ce qui s'est passé. C'est pas, je ne veux pas m'épiloguer là-dessus. Vous avez une sortie d'une colonelle qui vient dire qu'il y a des généraux qui l'embêtent, qui la harcèlent sexuellement. Mais surtout, donc, demain, il faudra travailler sur des sujets de protection des femmes en milieu scolaire et en milieu professionnel, dans l'armée, dans le sport, dans la culture et autres. Mais demain, c'est des sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler. Mais le pire dans ces documents, avec cette colonelle et ces généraux, c'est d'entendre qu'un général s'est présenté au trésor public, a dit je ne sais pas quelle phrase en français moyen, et est reparti du trésor public avec 800 millions de francs CFA. Mon Dieu! Dans quel pays, quand vous avez 2 millions de gens qui sont en insécurité alimentaire, quand vous avez votre université qui est malade comme ça, où le gouvernement vous dit qu'il n'y a pas l'argent, c'est la crise, Monsieur Yoka, monsieur le directeur des finances, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président de la République, comment vous expliquez aux Congolais qu'un général, qui s'appelle Ngatse Mbouala, c'est pas ça qui m'intéresse, mais qu'un général peut se présenter au trésor public, parler en français moyen et repartir avec 400 ou 800 millions de francs CFA. Monsieur Yoka, monsieur Ngatse, monsieur le directeur des douanes, peuple congolais, qu'on vous explique c'est quoi les finances publiques, c'est quoi la douane, c'est quoi le trésor public. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. J'ai entendu les commentaires des gens qui insultent cette femme, qui insultent les généraux. C'est pas ça, l'insulte. N'allez pas dans les insultes. Vous vous égarez et vous ne traitez pas le vrai sujet. Méthodologie de la connaissance d'Emmanuel Kant. Traitez les vrais sujets. Comment on explique cette situation où un général peut aller au trésor, parler, ramener je ne sais quoi, et dans le récit de cette femme, ce qui est choquant, même cette femme-là, colonel de son État, ce qui est choquant, c'est la façon dont elle explique les faits. Ça se passe au plus haut sommet de l'armée. Une colonelle avec des généraux qui jouent avec l'argent des militaires. C'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas d'aller voir, ah oui, mais n'insultez jamais, soyez sérieux dans l'analyse. C'est une colonelle avec des généraux qui prennent l'argent, 800 millions, et qui se baladent avec comme ça. Mais on est dans quel pays? Quel est ce pays? Comment on appelle ce pays? Et donc, le 15 mars, il faut aller choisir Denis Sassou Nguesso, qui maintient ce système en place. Voilà l'enjeu du 15 mars. Si maintenant, l'UPADES, Fatima Biala et Jérémy Lissouba, s'ils sont sérieux, puisqu'ils ont compris ce jeu-là, avec les menaces du directeur général de la police, alors je vous demande, vous n'avez qu'une seule consigne à donner, de demander aux militants de l'UPADES de ne pas se déplacer dans les bureaux de vote. Point. Une autre consigne, invitant les Congolais d'aller aux urnes, relève de la manipulation. Mes chers compatriotes, le 15 mars, manifestez chez vous, c'est-à-dire restez chez vous. C'est ce que Serge Oboa nous a demandé. Donc n'allez pas voter. Surtout, vous n'allez pas voter, c'est un vote qui ne servira à rien. Toute personne qui se déplace dans un bureau de vote est complice pour que Sassou et sa gang continuent à détruire le Congo. Le pacifisme, qu'on parle de toutes les théories, chez nous, le pacifisme
nous renvoie à rester chez nous. Donc, Yuki, le CNR de Ntumi et l'UPADS, vous n'avez qu'une seule consigne à donner. Je pourrais ajouter le RDD et les autres. Personne ne se déplace au bureau de vote. Puisque, aujourd'hui, le rapport de force, c'est Sassoudi, les Congolais m'aiment, et vous vous dites, non, les Congolais ne l'aiment pas puisque vous-même, vous n'allez pas au vote. Et donc, demandez à vos militants de ne pas aller dans les bureaux de vote. Comme ça, nous aurons un indicateur, un élément d'appréciation de la situation. C'est-à-dire, s'il y a des files indiennes, des files interminables, donc il est aimé des Congolais. Et ça, même le CRC ne pourra pas dire le contraire. Il faut qu'on soit logique et il faut qu'on soit objectif dans ce qu'on est en train de faire. Mais s'il n'y a pas de file interminable, si dans chaque bureau de vote, et on vous demande, le 15 mars, filmez les bureaux de vote. Même si on coupe Internet, filmez d'abord, gardez dans vos smartphones, gardez dans vos téléphones. Quand on va libérer Internet, vous les publiez, en donnant bien les indications qui permettent d'identifier le bureau de vote. On ne vous dit pas de parler, juste de noter bureau de vote, temps. Vous êtes dans des réseaux WhatsApp et d'autres personnes de vos réseaux WhatsApp, ne mettez pas tout de suite vous-même sur Facebook ou sur YouTube parce qu'ils peuvent identifier la localité. Mais envoyez à vos réseaux WhatsApp. On va vous faire croire que Sassou écoute WhatsApp. C'est faux. Si les Chinois ne peuvent pas dézinguer WhatsApp, si les Américains n'arrivent pas à écouter WhatsApp, ce n'est pas Sassou Nguesso qui écoutera WhatsApp. Moi, j'ai des gens des fois qui me disent « Ah oui, Sassou arrive maintenant à écouter Instagram. » Menteur. Pour arrêter les trafiquants de drogue, les Européens eux-mêmes sont obligés de menacer les patrons des GAFA pour leur livrer le contenu de tel ou tel numéro. Sachez-le. Instagram, le patron a été arrêté en France parce que le grand banditisme, les trafics de drogue et autres utilisent Instagram. La police est tombée sur des documents incapables de déchiffrer, sauf si Instagram leur donne les codes de déchiffrage. Et le patron a été arrêté, il était poursuivi en Belgique, mais il a été arrêté en France, mis en détention provisoire jusqu'à ce qu'il a accepté de collaborer. Donc, qu'on ne vous menace pas, qu'on ne vous fasse pas croire qu'on ne va pas vous écouter. Le 15 mars, filmez la plupart des bureaux, gardez, et quand Internet revient, envoyez dans des réseaux WhatsApp. Et ceux qui sont aux États-Unis, en Angleterre, en France et tout, eh ben, eux, ils pourront le publier sur Facebook et autres. Et on verra déjà un premier élément d'indication que oui, le peuple ne s'est pas déplacé, donc le peuple ne veut plus de ce pouvoir. Et la deuxième étape, on verra. Parce qu'il faut que nous soyons cohérents avec nous-mêmes. Nous devons être cohérents avec nous-mêmes. Ce pouvoir a assez vécu, ce pouvoir a assez détruit le Congo, donc ce pouvoir n'intéresse plus le peuple congolais dans son ensemble. Vous pouvez voir comment les gens vivent au nord du Congo, mais c'est encore plus dramatique que comment les gens vivent au sud. Mais au sud, les gens vivent des drames qui sont inacceptables, alors que, moi, je prends l'exemple de Pointe-Noire. Pointe-Noire qui crée la richesse pétrolière, Pointe-Noire où il y a le port de Brazzaville, et plutôt il y a le port maritime. Comment Pointe-Noire peut être dans un état de pauvreté avancé comme ça? Alors même que la richesse créée à Pointe-Noire, ne serait-ce que 30% de cette richesse reversée pour le développement de Pointe-Noire et du Kwilu, 5% pour investir dans la Sangha, 10% pour investir dans la Likoala, parce qu'avec l'érosion des bordures de Lubangui, avec les inondations, donc il y a plus de besoins, tant de pourcents dans la Bouenza, le Niari pour le développement agricole, mais dans le pôle aussi, tant de pourcents dans une des parties du nord du pays parce que nous avons des parcs nationaux qu'on doit développer pour le tourisme et autres. Il faut avoir une pensée pensante bien pensée. Un chef d'État, un premier ministre, des ministres doivent faire preuve de pensée pensante bien pensée. Or, quand Ibombo vous dit « je n'ai aucune vision », mais non. Mais non. Un ministre doit matérialiser le projet de société d'un président de la République. Mais le projet de société, ce n'est pas une fin en soi. C'est un document qui est manipulable, qui est malléable, qui est modifiable, qui est
voilà, qu'on doit être en capacité de bouger. Mais c'est pas de prendre et de toute façon, ils n'en font rien. Nous avons donc, le 15 mars, un moment fondateur pour la République, un moment crucial pour nous, un moment qui va déterminer, mais vraiment, plus que les autres élections, l'avenir du Congo. Et c'est le souverain primaire, le peuple congolais. C'est vous qui avez la décision. C'est vous qui avez la carte en main. J'ai écouté vos pleurs. J'ai écouté vos lamentations. Je vous ai entendu chanter. 5 ans Oyo, à salier le côté, 5 ans Oyo, Moyibi na Moyibi. Matérialisez ça maintenant aujourd'hui, le 15 mars. C'est un rendez-vous avec l'histoire de notre pays. Face à tous ces détournements, moi j'écoutais les chansons de Fally Ipupa. Oui, c'était Dango Zidane. On découvre que c'est quelqu'un qui piochait dans la caisse de l'État. On nous a fait des fausses promesses. Ah, Kwanga, ah, Safou. C'est pas arrivé. Donc, là, nous sommes dans un moment fondateur. Nous comptons sur la population congolaise pour mettre fin à cette mascarade. En quoi faisant? En restant à la maison. Puisqu'on ne veut pas que vous manifestiez, puisqu'on ne veut pas que vous puissiez dire on a volé notre vote, n'allez pas voter. Et l'UPADS, Yuki et le pasteur Ntoumi, ils doivent être en cohérence avec la décision qu'ils ont prise de ne pas participer à cette élection. S'ils refusent de participer, c'est qu'ils ont compris que c'est joué d'avance, c'est ce qu'ils disent, que les dés sont pipés. Mais si les dés sont pipés d'avance et que vous n'êtes pas candidat, pourquoi vous voulez envoyer des gens voter? Parce que Sassou vous a menacé? Parce que vous avez peur de Sassou? Ou parce que Sassou vous a corrompu? Donc, il faut être en adéquation avec les décisions que vous avez vous-même prises. Et nous vous attendons dans cette prise de parole de dire aux Congolais, restez chez vous, ne sortez pas, n'allez pas voter le 15 mars. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui montre que c'est pipé d'avance? On nous dit le 15 mars, c'est le premier tour ou c'est le jour de l'élection? Alors que c'est une élection à 2 tours. Donc, le deuxième tour, il n'a même pas besoin. Donc, dès le premier tour, un coup KO. Mais un coup KO avec des bureaux de vote vides, on verra ce qu'il va dire. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, ce que je voulais échanger avec vous par rapport à notre chronique de ce jour. J'espère que, une fois de plus, vous serez nombreux à liker, à commenter, à partager et surtout, une fois de plus, je vous demande de vous abonner sur la chaîne R7, une chaîne qui vous permet vraiment de penser la réalité congolaise telle qu'elle est pour que chacun puisse enlever le voile qui couvre sa tête et qu'il puisse se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon pays et qu'est-ce que je dois faire pour que le pays avance. Ne serait-ce que le 15 mars, ne pas sortir. C'est déjà un acte salutaire que vous posez pour montrer que vous n'êtes pas d'accord par rapport à la trajectoire que le gouvernement fait prendre au pays. Je vous souhaite de passer de très bons moments malgré les difficultés. Si nous partageons cette chronique, c'est parce que nous restons connectés avec notre population et que nous voulons tous que demain, les choses s'arrangent chez nous. Très bon moment à vous en famille, avec vos amis. Et surtout, je vous dis à bientôt pour nos nouvelles chroniques.